Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Ravi de vous accueillir pour cette émission spéciale et exceptionnelle. Nous sommes à Lorient, sous un soleil de plomb, en direct du port de Lorient-la-Basse pour un événement qui a démarré jeudi soir, le premier festival maritime Lorient-Océan. Une aventure incroyable et imaginée, conçue par mon premier invité dans cette émission, Olivier Sévère de BVC Organisation. Prends un micro, Olivier. Comment est venue cette idée de faire un premier festival maritime à Lorient? La question est de savoir pourquoi on ne l'a pas fait avant, parce que finalement à Lorient on avait tout pour faire ce festival maritime. Alors on s'en rend compte depuis 2 jours. C'est vrai que cette fête elle est nécessaire, elle est cohérente, on a tous les ingrédients pour faire ce rendez-vous et on est ravis qu'on ait pu réaliser cette première édition. Alors à terre et en mer, parce que l'idée c'est de montrer tout ce qui navigue. Historiquement, avant, il y avait la fête du port de pêche, qui est Roman Port en Fête, qui était évidemment axé sur le monde de la pêche, et tu as voulu développer ça, à tout ce qui navigue, montrer tout ce qui fait l'actualité et la maritimité du pays de Lorient. Oui, c'est ça, c'était la fête du port, mais on avait déjà commencé à Port en Fête. Alors, Port en Fête, ça date de 2009, et depuis quelques années à Port en Fête, on invitait déjà quelques bateaux qui n'étaient pas des bateaux de pêche. Évidemment, les pêcheurs étaient là, et d'autres bateaux avaient commencé à participer à la fête. Et puis avec Fabrice Loher, le président de l'agglomération, en discutant et en réfléchissant à un événement de début d'été, on s'est dit, mais appuyons-nous sur Port en Fête, et puis développons-le autour du principe d'une fête maritime, qu'on a appelé Festival Maritime, quoi. Alors l'idée c'est évidemment que ce soit pérenne. Vous avez déjà dans la tête un calendrier? Est-ce qu'on le refait tous les ans? Comment vous voyez les choses? Nous on est prêts et on souhaite le refaire, et effectivement en fonction des discussions qu'on va avoir maintenant, on va préparer une édition 2023, c'est en tout cas la volonté, mais bon, on est encore sur une dernière journée. Finissons cette belle première édition et puis on va réfléchir pour l'avenir avec nos partenaires et les collectivités locales. Avec une apothéose hier soir, un concert exceptionnel de Grand Corps Malade. Hier soir, ça relève effectivement du concert exceptionnel. Je pense que le public est présent à partager ce grand moment avec ce magnifique artiste. On a senti que les gens ne voulaient pas partir, qu'il y avait une communion entre lui, Grand Corps Malade, et le public. Et dans ce site exceptionnel de l'aire de réparation navale, avec des bateaux éclairés, enfin, c'était quelque chose de tout à fait magique, là. Ah, c'est ce que le public nous a dit ce matin, un moment de magie hier soir au port de Lorient. On a quelques images d'illustration pour démarrer cette émission de ce que vous pouvez retrouver sur le village, parce qu'il y a énormément d'animations, il y a des villages thématiques sur tout le site. Donc, et c'est assez exceptionnel d'avoir pu joindre Lorient-la-Basse, le pôle course au large, avec le port de pêche. Donc vous avez imaginé tout ça en corrélation, avec un petit chemin pour tout le monde et des animations partout. Oui, il y a plein de choses à terre, en mer. On peut visiter des bateaux, mais on a toute une palette d'activités avec les acteurs maritimes. On joue avec les acteurs du territoire qui ont une activité maritime et qui ont envie de partager leur passion pour la mer, pour les océans, leur passion pour leur métier. Et tous ces acteurs sont dans différents villages avec des thématiques autour de l'innovation, autour de l'histoire de l'Orient, la préservation des océans, le pôle pêche et plein de participants, des conférences, du cinéma. Enfin, il y a un programme vraiment complet. Alors, on va avoir dans quelques minutes les premières images en direct. La parade, c'est la deuxième de ce week-end, un grand rendez-vous que là aussi vous avez imaginé, parce que c'est bien de pouvoir visiter les bateaux à terre, mais c'est aussi bien de les voir naviguer. Oui, dans les fêtes maritimes, alors nous on est un festival maritime parce que nous ne sommes pas un rassemblement de vieux gréments comme une fête maritime, et on en connaît et elles sont superbes en Bretagne, mais l'idée c'était de faire autre chose, et ce festival maritime, il y a un moment clé, 2 moments clés, samedi midi et dimanche midi, c'est la parade des bateaux représentant tous ces univers maritimes, hein, la pêche, le commerce, la marine nationale, la course au large, le commerce, enfin voilà, tous les univers maritimes de l'Orient sont présents en mer, avec quelques vieux gréments magnifiques. La ville aussi port.
Parce que longtemps, Lorient, on a considéré que c'était la ville aux 5 ports, mais il y a bien 6 ports aujourd'hui, puisque le pôle course au large fait partie intégrante de cette économie maritime. Et évidemment, dans les 6 ports, il y a la plaisance, il y a la pêche, il y a le port militaire, il y a le port de commerce et le port de passagers. J'aime bien quand on pose la question quelquefois, on dit c'est quoi la ville aux 6 ports? Et on oublie toujours le port de passagers. On en parlera dans quelques minutes avec les vice-présidents de l'agglomération qui nous ont rejoints. Le programme de cette journée, il va être magique. On a une météo incroyable. On a une météo de Bretagne Sud Voilà. et, de mois de juillet. On prend les coups de soleil. Oui, c'est assez fantastique à ce niveau-là. Oui. Alors, la parade va démarrer dans quelques minutes. Alors, nous, on est relativement loin du départ de la parade. Ça commence avec des coups de canon. Oui, à la fois les bateaux peuvent donner des coups de sirène, et puis devant Port-Louis, il y aura des coups de canon qui seront donnés au passage des bateaux. Hein, ils vont partir de Gavre, un peu plus à côté de Gavre, et ils vont longer la côte jusqu'à Locmiquélic et Lorient. Voilà, donc un circuit, ils vont passer devant la citadelle de Port-Louis, devant l'Armor-Plage, et ils vont contourner l'île Saint-Michel, hein, pour ceux qui connaissent la rade de Lorient, pour venir ensuite nous retrouver dans le port de pêche. Merci Olivier, on ne peut pas faire une fête sans partenaires et sans équipement. Alors les équipements de Lorient, ils sont quand même pas mal. Oui, on a beaucoup d'acteurs, d'entreprises du territoire qui nous ont accompagnés. Les gens qui travaillent ici, les gens de la Seller, la Cité de la Voile, les gens de la SEM Kéroman, qui ont mis à disposition leur matériel, qui ont accompagné l'événement, puisqu'on crée un événement grand public dans un site où il y a de l'activité toute l'année. Et ils ont su s'adapter et on s'est adapté aussi à eux. Donc merci à tous et merci à tous nos partenaires d'avoir suivi et accompagné cette première édition. Merci Olivier, je vais demander justement à Patrice Valton de nous rejoindre. Patrice, si tu veux bien nous rejoindre. Monsieur le maire de l'Armor-Plage, qui est juste, alors on a l'Armor-Plage derrière nous, on ne peut pas faire mieux, et vice-président Patrice de Lorient Agglomération, en charge du nautisme et des ports. Alors là, on est sur votre territoire, on va vous donner le micro Patrice. On parlait d'outils, asseyez-vous Patrice, ça va être plus facile. On parlait d'outils logistiques, alors ici... ça s'est développé de façon exponentielle, les ports, et quels équipements incroyables vous mettez à disposition des acteurs de la maritimité. Oui, c'est un endroit exceptionnel, en fait unique au monde. Hein. Avec Auckland, on est le premier pôle de course au large. Donc c'est une vraie réussite. Hein. Ce n'était pas évidemment gagné dans les années 95 lorsque le projet a été lancé de reconvertir cette base de sous-marins. Et aujourd'hui, le succès est là, puisqu'on a une grosse partie de toutes les flottes et des coureurs de meilleur niveau. Par conséquent, c'est une vraie réussite qui participe à l'économie de la ville. Hein. Une ville, c'est vrai, comme tu l'as dit, aux 6 ports, mais une ville qui, s'agissant du nautisme et plus particulièrement du pôle course au large, est une ville aujourd'hui leader, hein, puisque on développe un écosystème derrière la course au large, et cet écosystème fait vivre aujourd'hui pratiquement autant de personnes qu'il y en avait lorsque la base a été fermée. C'est donc une vraie réussite. Et l'idée de ce festival, de mélanger tous les acteurs du maritime, Lorient Agglomération et la ville de Lorient a tout de suite suivi le projet. Tout à fait. Le président Loer avait affirmé sa volonté d'insister sur la maritimité de la ville, hein, qui participe à l'économie. Et cette belle fête permet de réunir tous les acteurs en même temps. Les marins sont solidaires, comme tu le sais, mais plus encore autour d'une fête comme celle-là, où on partage le bonheur de vivre une rade qui est exceptionnelle et faire venir tous les bateaux, tous les coureurs, avoir des lieux de rencontre, des concerts. Tout ça, eh bien, créer le lien entre les différents acteurs portuaires, pêche, construction navale, pôle course au large, nautisme, commerce et pêche. Et ça se développe parce que vous avez commencé des travaux, ça va encore se développer ici sur le pôle course au large et sur la partie port de pêche aussi. Tout à fait, tout à fait. Évidemment, c'est pas parce qu'on est en tête qu'on le reste éternellement. Par conséquent, il faut avancer. On sait qu'on a besoin d'espace tant en mer qu'à terre. Hein, donc, effectivement, on a dans nos tuyaux le projet d'agrandir les infrastructures portuaires sur l'ensemble de la rade et d'améliorer également nos capacités d'accueil des entreprises sur les différents terre-pleins, les esplanades et même sur les quais. Et un retour à un calendrier très très intéressant en termes de compétition, parce que beaucoup de gens nous disent mais
il nous faut une course à Lorient. Et là, ça y est, c'est dans les tuyaux. Il y a certains rendez-vous qui vont arriver dans les 2-3 prochaines années qui vont devenir incontournables. Alors c'est vrai que c'était un peu une incongruité d'avoir les meilleurs coureurs, les meilleurs bateaux du monde et de ne pas avoir d'événements à Lorient. Maintenant, ça y est, c'est fait. On a une programmation sur 5 ans et on va faire revenir ici des courses transatlantiques ou autour du monde et si possible dans toutes les classes. Alors regarde, Hein? on a les premières images de drone en direct. Ah bah, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Vous voyez l'entrée de la rade de Lorient, mesdames et messieurs, à l'image. Dans quelques minutes, j'inviterai un ami de Douarnenez qui viendra nous parler des bateaux du patrimoine. Je voudrais que Maria Colla nous rejoigne parce que parmi les bateaux que l'on voit naviguer aujourd'hui, merci beaucoup Patrice, il y a les bateaux de la Transrade. Alors, les bateaux de la Transrade, c'est nos bateaux bus, comme on dit. On peut passer d'une rive à l'autre, ici, en bateau. Et ça, vous êtes en charge des mobilités à Lorient Agglomération. Là aussi, il y a de l'information et il y a de la nouveauté parce que on se déplace et vous êtes en pleine transition écologique sur ces bateaux Transrade. Oui, tout à fait. On a la particularité d'avoir une agglomération qui est coupée en deux, avec un certain nombre de communes, 4 communes qui sont outre-rade. On a des actifs qui ont besoin de venir travailler de l'autre côté de la rade, à Hennebourg-Lanester ou Lorient. Et donc, on a mis en place ces transrades qui nous permettent en fait de traverser d'un point à un autre en 7 à 12 minutes au lieu de mettre 45 minutes en voiture. Donc au niveau écologie, c'est déjà énorme au niveau de consommation de CO2. Et puis d'autre part, on est rentré en plein dans la transition énergétique et on voudrait avoir une autonomie énergétique. C'est pour ça que les prochains Transrades sont des bateaux hydrogène qui devraient voir le jour en 2024-2025. Et on pourra traverser la rade sur un bateau hydrogène. Et notre souhait, c'est qu'ils soient en plus de ça en fidrome. C'est-à-dire sans avant ni arrière, de façon à gagner du temps, de façon à gagner de l'énergie. Enfin voilà, on est en train de développer tout ça. Alors les touristes apprécient énormément ces transrades qui transportent en gros 1 million de personnes par an, ce qui est énorme, énorme. Et puis quand il fait un temps pareil, ben, on est sur le pont, on n'est pas à l'intérieur. Le matin, c'est un grand bol d'air et le soir, on décompresse complètement en prenant ces transrades. Là, vous venez à Lorient-la-Base, ici, vous traversez en 4 minutes, vous arrivez à Port-Louis, vous allez visiter le musée de la Compagnie des Indes, vous allez visiter le musée de la SNSM, on peut aller à Locmiquélic juste en face. Enfin, c'est vraiment notre territoire, il est magique, il faut bien le dire. Et il est magique, et puis en plus de ça, alors on a une liaison qui fait Port-Louis-Gavre, parce que Gavre est sa magnifique plage. Qui se fait en 2 minutes. On a aussi une particularité, c'est qu'on a quelques vélos qui peuvent aller sur les bateaux, ce qui fait qu'on est vraiment dans la plurimodalité. On y arrive à vélo, on monte sur le bateau, on continue à vélo, on peut se promener, on peut visiter le territoire. Et tout cela pour un prix modique de 1,50 €. Oui, voilà, en plus, voilà, c'est dérisoire. Merci Dérisoire. beaucoup, Merci à vous. de votre partenariat sur ce festival. Et puis, on va continuer à parler de tourisme. Je vais inviter Jean-Marc Baumier à me rejoindre parce qu'on est évidemment sur le port de Lorient-la-Base, mais on va parler tourisme, bien sûr. Alors, Jean-Marc, directeur de la Cité de la Voile, Éric Tabarly, et de tout ce qui concerne l'attractivité touristique. Oui, c'est vrai. On a la chance, vraiment une chance magnifique d'avoir ce magnifique festival qui participe et qui contribue au rayonnement du territoire de Lorient. Largement, ce n'est pas une opération qui n'est que lorientaise, c'est une opération qui rayonne largement sur les autres communes littorales. C'est une vraie fête de la rade. Et cette rade, évidemment, au fil des années, elle prend une dimension nouvelle, puisque c'est une destination touristique à part entière qui se construit autour de cet épicentre qui est devenu Lorient-la-Base. Un pôle d'attractivité à la fois sportif, économique, touristique, qui fait la fierté de Lorient et qui fait aussi sa notoriété, puisque c'est une marque Lorient-la-Base qu'on peut maintenant exporter à travers le monde, notamment sur ce volet de la course au large. Et les gens, on le dit, se sont appropriés ce site aujourd'hui. La Cité de la Voile a été une locomotive. Et puis tout autour de cela, les teams qui sont arrivés là, toutes les équipes de course au large. Alors, qu'est-ce que tu en penses justement de ce mélange imaginé sur ce festival, de mettre tous les acteurs du monde maritime ensemble? C'est un peu ce qui avait été amorcé avec Port en Fête, mais on a passé la vitesse supérieure. L'ADN de Lorient, c'est cette maritimité. Toutes les maritimités, qu'elles soient port de pêche, vous les avez citées tout à l'heure, et que tous ces acteurs maritimes se retrouvent autour d'un événement comme celui-là, c'est une logique limpide.
Et pour il Lorient. faut que ça continue, hein, on va encore Ah bah, développer ça. j'espère bien, j'espère bien. Puis les courses au large, il y a un calendrier qui est phénoménal. Faut se rappeler d'où on vient. Il y a 20 ans, ce qui était cette base sur laquelle nous sommes aujourd'hui et qui est aujourd'hui un lieu de plaisir, de loisirs, de découverte et de navigation. Il n'y a qu'à se retourner pour regarder le plan d'eau derrière nous avec les plus beaux bateaux de course. Et à 2 pas, le port de pêche. Donc c'est ce qui fait l'entité et la personnalité de Lorient. Mais c'est vrai que ce site, il est assez incroyable quand on est arrivé les premiers jours sur ce festival. On ne fait pas attention au départ qu'on est si près du port de pêche quand on vient du côté du pôle course au large. En fait, les barrières, c'est celles qu'on veut se mettre, hein. Oui. Quand on veut les faire tomber, c'est assez facile et on est vraiment à un jet de pierre du port de pêche. Donc c'est ça qu'il faut qu'on continue à construire avec tous les acteurs maritimes du territoire. C'est que cette entité et cette dynamique puisse se poursuivre et cet événement-là l'illustre parfaitement. Alors c'est bien parce que tu parles de la pêche et je vais demander à Olivier Lenezette de nous rejoindre. Olivier, merci Jean-Marc. Hein. Bah, merci à toi. Merci Jean-Marc Baubier, directeur de la Cité de la Bon Voile. week-end Et à on va tous. parler de la pêche parce qu'évidemment, l'ADN de cette fête, c'était la pêche à l'honneur. Et on y est toujours avec nos amis pêcheurs. Alors Olivier, tu as plusieurs casquettes, hein, directeur du port de Lorient, président du comité des pêches. On va évidemment mettre encore une fois à l'honneur, et pendant cette parade aussi, les marins pêcheurs. Et on se rend compte que le public adore aller visiter les bateaux, adore découvrir le métier de nos voisins, finalement. Écoutez, je crois que c'est aujourd'hui une superbe fête et, qui est importante pour le territoire parce que très clairement, on est quand même sur une approche où les ports se côtoient, mais les acteurs aussi. Donc je crois que c'est important que l'on puisse justement, que le grand public puisse venir toucher du doigt ces acteurs, qu'ils soient de la pêche, qu'ils soient aussi la course au large, mais aussi du port de commerce qui a touché. Et la force du Pays de Lorient et la force de ces ports, c'est cette complémentarité, non pas une opposabilité de métiers. Donc ça, c'est important que les gens viennent découvrir et en même temps, pourquoi pas aussi donner peut-être à des jeunes de demain de partir en mer sur ces beaux voiliers qu'on a vus, ces vieux gréements qui rappellent quand même les histoires aussi de la pêche. Ouais, il y a toute l'histoire. Et ce qui est sympa, c'est que en discutant avec les marins pêcheurs, parce qu'ils prennent sur leur temps quand même, il faut savoir, comme l'a dit Olivier Sévère tout à l'heure, qu'ils sont en activité, ils sont au boulot pendant qu'on fait ce festival, et ils prennent quand même le temps de venir au contact du public, de leur expliquer le métier. Pour eux, c'est aussi important de, j'allais dire redorer le blason, non, mais montrer vraiment comment ça travaille au port de Lorient. Je crois que ce qui est important, c'est que c'est des gens passionnés. Les marins pêcheurs, on est marin toute sa vie, on peut être pêcheur une partie de sa vie. Je crois qu'ils sont d'abord avant tout des grands passionnés de la mer. Des grands passionnés aussi pour aller pêcher de la ressource, pêcher du poisson pour nourrir la population, avec toutes les règles qui s'imposent en respect par rapport au respect de la biodiversité et de la ressource halieutique. Mais en même temps aussi, parce que derrière, ils ont besoin aussi de pouvoir transmettre ce savoir-faire. Et pour le transmettre, écoutez, rien de mieux que d'avoir dans un esprit plutôt d'une fête, que le grand public, les jeunes, les moins jeunes, viennent voir justement tous ces acteurs. Et c'est important qu'ils puissent l'expliquer et aussi rencontrer et aller voir leur navire de pêche. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important parce que ça montre bien que ce sont des métiers de haute technologie, qu'aujourd'hui, la pêche n'est plus, on ne met pas une ligne que à l'eau, même si c'est noble. Il est important de savoir que les navires de pêche aujourd'hui sont dans une transition aussi de leurs navires en termes d'économie de carburant, etc. Et que cette filière est encore dans des difficultés à venir, bien sûr, évidemment, parce qu'on est perpétuellement, la pêche est confrontée à plein de sujets qui vont aussi bien la protection des océans, qui sont les premiers à défendre, qui sont les premiers, on va dire, les premières sentinelles, mais aussi les premières victimes par rapport à des pollutions telluriques, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut leur rendre hommage aujourd'hui que de tonnerre. Si aujourd'hui, il y a d'aussi bons produits et aussi de savoir-faire, c'est parce qu'il y a cette passion et que la fête, justement, de l'Orient-Océan est là, justement, pour le transmettre. Qu'est-ce qu'on pêche le plus à Lorient ? Ah, c'est la demoiselle, on va dire. La demoiselle, la langoustine est une des espèces phares du port de Lorient. C'est quand même le premier port de pêche de langoustine de France. Et puis à côté, il y a quand même d'autres espèces qui sont le merlu, évidemment. Et là, le rapprochement du football club de Lorient, qui a été créé d'ailleurs au port de pêche. Et donc, je crois que c'est ces identités-là qui rapprochent la terre à la mer et qui permet aussi tout à chacun, qu'il soit lorientais ou d'ailleurs, de venir voir ce beau pays qu'est le pays de Lorient, mais aussi ses ports.
Alors, on est le premier ou le deuxième port de France? Parce que chaque fois, il y a une petite guerre avec une certaine ville du nord de la France. Oui, non, non, alors, il y a pas de guerre, il y a que justement des preuves d'amour. Oui. Mais surtout, c'est que le Boulogne est le premier port de pêche en volume, mais Lorient est le premier port de pêche en valeur. Et ce qui est important, c'est la valeur ajoutée, la valorisation des produits de la mer, et qui permet aujourd'hui justement que le pêcheur puisse gagner sa vie, et avec toute la filière derrière, avec un port comme le port de pêche de Lorient, qui a cette capacité à amener des services pour les pêcheurs. Il y aura cet après-midi d'ailleurs la première débarque de thon cet après-midi, et donc je crois que c'est important de rappeler qu'il y a tout un écosystème dans le port de pêche, qui vont de la réparation navale, qui vont du pôle halieutique. On a la première gare maritime, gare routière de Bretagne. C'est important. La Bretagne est à l'ouest. Il faut la rapprocher des flux. Et c'est pour ça que le port de pêche de Lorient est aussi le premier pôle commercial, centre commercial, je dirais, des produits de la mer. Merci beaucoup, Olivier. Regarde ces images, c'est quand même impressionnant avec ce temps splendide. Je vais vous rappeler qu'on est en direct. Alors nous découvrons les images en même temps que vous. On salue les équipes techniques qui sont sur l'eau. La parade, alors elle démarre avec le ferry de Groix qui ouvre cette parade et les bateaux vont les suivre. Et le premier bateau qui va suivre le ferry de Groix, c'est le canot de la SNSM. Olivier, on va laisser la place à Laurent de la SNSM qui va nous rejoindre. Et ben, parce un que, grand merci à vous. on va mettre la SNSM à l'honneur, bien évidemment. Merci beaucoup, Olivier Lenezette. Laurent Botorel, directeur du centre de formation et d'intervention de Lorient pour la SNSM. Merci, Laurent. Alors, on va l'apercevoir, hein, de toute façon, le canot de l'île de Groix, Notre-Dame du Calme. Parle-nous de la SNSM. Oui, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous avons deux canots, deux vedettes qui ouvrent cette parade. Hein, donc, hier, on avait la vedette du centre de formation et la vedette mise à disposition de Groix, qui est la vedette Éric Tabarly. Et aujourd'hui, nous avons la vedette de Logmiquélic, la SNS 252, et la vedette de Groix. Ah, vous êtes qui venus en ouvre. stéréo. Voilà, tout à fait. On fait un tandem pour ouvrir cette belle parade. Alors la SNSM, vous êtes présent évidemment sur le village. On a besoin toujours de dons. Faut pas oublier que vous vivez la SNSM essentiellement de dons. Oui, tout à fait. Nous avons beaucoup de matériel à entretenir, également beaucoup de formations à réaliser pour nos canotiers, pour nos nageurs sauveteurs. Et donc, il faut ne pas oublier qu'un sauveteur sur les vedettes SNSM ou sur les postes de plage, c'est également beaucoup de formation et d'entraînement pour arriver à une efficience lors du sauvetage. Alors on dit souvent les premiers sauveteurs, c'est les donateurs. Tout à fait. Tout à fait. Donner aux sauveteurs, donner à la SNSM, c'est permettre aux sauveteurs de travailler avec de beaux outils, de bons outils, d'être bien formés et de pouvoir venir à votre secours avec une efficacité et de porter assistance à tout à chacun. Voilà, on vient de voir l'un des cadeaux de la SNSM là, qui passe la citadelle. Merci Laurent. Je vais demander à Pierre de me rejoindre parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont pris par le temps. En tout cas, la SNSM, on va continuer à vous soutenir, bien sûr. Belle Pierre va parade me à rejoindre, tous. il fait partie de l'association Éric Tabarly parce qu'à l'image, vous allez voir aussi pendant cette parade une partie de la flotte des Penduic que l'on peut découvrir tout au long de l'année ici sur le port de Lorient, la base. Alors parle-nous de ces bateaux de légende, mon cher Pierre. Bonjour à tous, bonjour Vincent. Effectivement, là, on a 3 bateaux qui sont actuellement sur la parade qui est en cours, avec Penduic qui est en tête de flotte. Nous avons Penduic 5 et Penduic 2 qui sont suivis derrière, normalement derrière le Marité. Alors, on devrait les apercevoir. Alors vous êtes une association, l'association Éric Tabarly. Quel est le but de cette association? Le but de l'association, c'est de continuer ce que voulait Eric, c'est que les bateaux naviguent, fassent naviguer des jeunes et qu'on puisse maintenir ce patrimoine maritime en état. Donc l'association fonctionne avec un mécénat qui nous permet de faire fonctionner et naviguer les bateaux et de les entretenir tout au long de l'année. Voilà, et on peut venir évidemment les découvrir tout le temps ici devant la Cité de la Voile Éric Tabarly. Exactement, depuis quelques années maintenant, on a réussi à avoir tous les Penduic qui sont présents sur la Cité de la Voile, donc qui sont à quai, qui sont visitables et qui naviguent tout au long de l'année pour plusieurs navigations. Et quand on dit que c'est des bateaux de légende, c'est vrai, hein, parce que Éric Tabarly était quand même un précurseur dans la construction, dans le développement de ces bateaux. Tout à fait, ouais. Chaque bateau avait un peu ses spécificités. Entre autres, par exemple, le Penduic 5, qui était un peu des bateaux précurseurs des nouveaux IMOCA, qui étaient les premiers bateaux avec des ballasts et qui permettaient d'avancer plus vite. Et c'était Éric qui était précurseur sur beaucoup de technologies. Entre autres, on voit en direct à l'image Penduic 2, qui est un bateau en CP Marine et qui avait été construit pour une transat anglaise. Qu'il avait gagné.
qu'il avait gagné avec, exactement. Il n'y a qu'avec le premier Penduic qu'il n'a pas gagné de course, en fait, Éric Tabarly. Tout à fait. On le voit à l'image. Penduic était son bateau un peu fétiche, mais il n'a jamais couru avec, effectivement. Il l'a récupéré de son père et il l'a réparé, remis en état. Et Il est splendide, quand même. Et il est magnifique. Cette Avec ligne toutes incroyable, ces voiles dehors, construite en 1898. je pense. J'ai été un vérifié, doute. normalement, si je dis pas de bêtises. Regardez, En on train vous de laisse rentrer profiter, sous là, la- parce que... dans la rade sous Sous voile voile, avec parce que ses les 3 conditions voiles sont d'avant. parfaites, hein. Les conditions sont parfaites pour le bateau. Parce que c'est un bateau qui, dès qu'on passe 15-20 nœuds, commence à être très sportif. Donc là, ils ont réussi à mettre toutes les voiles dehors. Alors, c'est-à-dire que quand tu passes 15-20 nœuds, ça gîte, comment ça fonctionne? Exactement, c'est un bateau qui est en quille longue, donc qui est gitard, et qui a une très grosse surface de voilure. Donc qui a des conditions à l'heure actuelle, aujourd'hui par exemple, avec très peu de houle et un 10-12 nœuds de vent, je pense même pas, idéal pour le bateau. Alors, en sachant que la parade, on a mis une vitesse, hein, pour tous les bateaux. On leur a demandé d'aller à 4 nœuds, mais là, je pense que certains vont bien en profiter sous voile devant la citadelle. Est-ce que l'association a besoin de soutien, justement? Exactement, oui. Alors c'est très simple d'adhérer à l'association si besoin. On fonctionne avec des adhérents et notre mécénat. Et les adhérents, eux, prennent une adhésion qui leur permet de recevoir des informations sur l'association, la vie de l'association et les navigations qui permettent de faire naviguer les gens à bord des bateaux. Alors c'est bien parce que tu vois, on bascule de la SNSM au Penduic. Ça nous permet de parler des deux sujets en même temps et puis de soutenir les deux associations. Je te remercie beaucoup, Pierre, d'être passé nous voir Merci, sur Vincent. notre plateau ici à Lorient-la-Base. Et je vais accueillir Michel. Michel va me rejoindre parce que c'est un passionné de tous les bateaux. Moi, je connais Michel pour les bateaux du patrimoine. Il va évidemment nous en parler. Mais Michel, tu es douarneniste et tu aimes beaucoup l'Orient, paraît-il. Oui, j'ai découvert l'Orient un petit peu à travers l'affaire du Biche et j'ai suivi, donc grâce à cela, la façon dont l'Orient, les ports de l'Orient, les bateaux de l'Orient s'approprient ce site que nous ont laissé les Allemands, un site abominable et qui petit à petit, par des efforts architecturaux, d'aménagement, d'utilisation et aujourd'hui de cette fête qui crée une synthèse où toute la population de l'Orient s'approprie ce site désormais très riche et tout à fait unique. Et ça, c'est une très très grande satisfaction quand on suit l'activité et le dynamisme des Lorientais. Là, vous voyez les bateaux de la SNSM qui viennent de passer. La SNSM, je vous le rappelle, intervient gratuitement quand il s'agit des personnes, mais maintenant on vous présente la facture quand il s'agit de votre bateau. Il est suivi de Biche, qui est le représentant de la flotte tonnière de Groix et ici de Port-Louis, qui a été sauvé des eaux il y a 20 ans désormais et qui rentre d'un voyage remarquable autour de l'océan Atlantique et des Antilles. Il fait un voyage au thon régulièrement auquel chacun peut participer. Alors raconte-nous un peu l'histoire, parce que le Biche, il était à l'état d'épave à l'époque. Biche était un bateau de Groix racheté par des Belges en 1956 et qui a fait un séjour prolongé en Belgique, puis restauré en Angleterre, récupéré au musée de Douarnenez où il a coulé. Et donc après, on a décidé de le relever de ses cendres et de faire que la mémoire du tonnier à voile glorieuse, particulièrement à Port-Louis et à Groix, se maintienne. Là, on voit maintenant le Français qui a l'audace de naviguer avec toute voile dehors. C'est pas très facile à Groix aujourd'hui, dans la passe de l'Orient aujourd'hui, parce que les vents sont nord, c'est du très beau temps, mais ça ne facilite pas les manœuvres. Le Français est un bateau qui a été réalisé par des Anglais et qui a beaucoup servi pour faire des films et qui désormais assure des croisières autour des côtes de France. Qui s'appelait avant le Casquelotte. Il s'appelait le Casquelotte. Derrière vient un très joli remorqueur de la base de Lorient. Je pense qu'il a un rôle important. C'est le remorqueur, vous le voyez, a une passerelle particulière, on peut dire panoramique, qui lui permet de surveiller tout ce qui se passe autour. Le remorquage est une activité nécessaire et éventuellement dangereuse et qui nécessite des marins absolument chevronnés. Et on ne confie pas et le remorqueur et
ce qu'il doit remorquer. Voilà une jolie image de l'arrière du remorqueur et des installations nécessaires pour le fonctionnement de la... Non, là on était à l'avant, excusez-moi. À l'avant aussi. C'est le Bretagne, donc remorqueur du port de commerce. Ce remorqueur du port du commerce de Lorient, port de commerce qui approvisionne la Bretagne, en particulier en céréales, et qui viennent principalement d'Amérique du Sud, mais également, nous le savons désormais, d'Ukraine. Voilà, donc vous voyez les images de drone, là on voit l'entrée de Lorient. Hein. Alors, l'entrée de Lorient n'est pas si simple que cela. C'était une protection naturelle. Pour les bateaux, il y a parfois des incidents, voire plus. Mais le port de Lorient était à l'abri des croisières anglaises parce que pour entrer à Lorient, quand on n'est pas très bien piloté, eh bien, donc c'est une façon de rendre hommage au pilotage de Lorient. Quand on n'est pas très bien piloté, eh bien, on se met au plein. Et voilà, donc Lorient est un port très sûr au point de vue militaire. Ah, c'est bien d'en parler, Michel, parce que les pilotes, le grand public ne connaît pas spécialement le rôle des pilotes de port. Le pilote, le lamaneur, le capitaine de remorqueur est un marin très spécialisé qui a tourné, qui a fait rouler sa bosse, peut-on dire, au sens propre, à travers le monde entier et surtout qui connaît extrêmement bien et les marées et les caprices du temps et chaque rocher de l'endroit où il exerce. Ce qui est le cas au port de Lorient. En espagnol, on dit un pratico, le pratique. Voici que vient vers nous, je crois, un bateau de la marine nationale. Non, c'est un bateau de la gendarmerie. C'est la gendarmerie. Bateau de la gendarmerie qui assure la permanence de la surveillance des côtes. Les côtes nous appartiennent. La bande côtière réservée à la souveraineté française s'exerce au large de nos côtes, je crois, sur 200 000 désormais. Et par conséquent, la gendarmerie joue un rôle très important et dans la surveillance des côtes et de la circulation, je pense à l'importation de drogue, et également de la surveillance générale concernant les pollutions. Plus d'une pollution des bateaux qui passent au large est signalée. Le bateau est mis en pénitence en baie de Douarnenez et doit payer plusieurs centaines de milliers d'euros avant de redisposer de sa libre pratique. Alors cette vedette de la gendarmerie, elle va venir s'amarrer derrière nous tout à l'heure. Et chers amis téléspectateurs, si vous voulez nous rejoindre cet après-midi dans le pays de Lorient, vous pourrez la visiter. Tout comme le remorqueur Bretagne qui va arriver aussi derrière nous et qu'on pourra visiter. Ce sont des visites techniques absolument passionnantes et animées par des marins passionnants. Les gendarmes ne sont pas que des motards, il y a aussi des vrais marins qui en général ont fait leur classe d'ailleurs dans la marine nationale. Alors il faut saluer le travail aussi des gendarmes maritimes et des affaires maritimes aujourd'hui parce que vous imaginez bien mesdames et messieurs que d'habitude sur la rade il y a beaucoup plus de bateaux. Donc évidemment pour pouvoir organiser cette parade, ils ont sécurisé la zone, créé un couloir. Donc vous voyez bien l'image, l'île Saint-Michel à gauche qui va servir de rond-point, si je puis dire, pour que les bateaux reviennent ensuite derrière l'île au port de pêche où nous nous trouvons. Donc là, ils vont contourner l'île Saint-Michel pour revenir s'amarrer. Donc il faut vraiment saluer le travail. C'est un travail admirable et qui permet également à la population de l'Orientaise et des environs de s'approprier tout ce plan d'eau au prix de sacrifice, d'un investissement pour les plaisanciers qui dégagent un peu. Mais c'est une grande satisfaction pour tout le monde, y compris pour les plaisanciers qui viennent d'apparaître à l'écran et qui sont bien sûr des grands animateurs du plan d'eau, avec en particulier des belugas. Les belugas, on peut dire, c'est les tout premiers bateaux de plaisance populaires et finalement marins, parce qui sont apparus dans les années 36. Je crois que c'est un plan Herbulot et que c'est une association de bateaux anciens, tous en bois, mais qui est très dynamique et qui les gens ont beaucoup de plaisir parce que c'est un bateau avec lequel on peut aller absolument partout, dans le fond du Scorff, du Blavette, de la rivière d'Etel ou du golfe du Morbihan. Et les belugas nous font le plaisir au mois de septembre de venir faire une petite compétition ici à Lorient-la-Base pour s'amuser pendant l'Atlantique de Télégramme. Alors le beluga c'est assez intéressant parce que le nom de l'architecte c'était Eugène Cornu. Ah c'est Cornu, c'est pas Herbulot, autant pour moi. Mais Eugène Cornu qui a imaginé un bateau à partir des plates qui existaient, avec un bateau bien fermé,
un logement qu'on appelle le cockpit relativement vaste, un vaste roof. Bref, un vrai bateau de croisière et qui en plus s'est avéré avoir des qualités à la mer tout à fait satisfaisantes. Alors je crois qu'on en a une douzaine dans le pays de Lorient. Il y a eu 900 exemplaires de construits de 1944 à 1974. Mais je te pose la question parce que Eugène Cornu, il est né où? Je crois qu'il est d'ici ou de La Ben Roche. oui, il est né à Lorient. Il est d'ici. Il est né à je crois, Lorient. oui, tout à fait. On est dans une grande pépinière de chantier naval, bien sûr, y compris concernant la rivière de la Trinité, Constantini, les Penduic, etc. C'est toute une filière extraordinaire. Et là, nous voyons arriver la Marité, qui porte absolument toute sa voilure, ce qui est remarquable. Marité est donc un ancien voilier morutier de Fécamp. Fécamp, grand port de pêche et au hareng et à la morue, qui a fait un grand festival il y a 8 jours, couronné de succès. Et bien sûr, à Fécamp, on avait le plaisir de côtoyer et la Marité et la Belle Poule de l'école navale, 2 bateaux construits à Fécamp. Et c'est souligner la qualité de la construction normande en général, et j'allais dire bretonne en particulier. Il a une sacrée histoire, le Marité, quand même. Le Une histoire Marité, une passionnante. sacrée histoire. Il a commencé comme haranguier gréé en grand catch. Puis, les haranguiers, quand il n'y avait plus de harengs, ils poussaient au large des Féroé. Et puis, ils arrivaient en Islande et il y avait de la morue. Alors, hop, on a pêché de la morue. Alors, c'était des bateaux extrêmement, comment dirais-je, adaptables. Et bien sûr, ça faisait une activité tout à fait difficile, tout à fait pénible pour les marins, mais qui pouvait rapporter pas mal de choses au bien commun qui est une notion qu'il faut connaître et celle qu'on cultive aujourd'hui à Lorient avec toutes les flottilles professionnelles que nous avons autour de ce site qui se renouvelle depuis 20 ans. Et voici un bateau de pêche, donc un chalutier pêche arrière, pour autant que je vois. Oui. Nous sommes un petit peu loin, malheureusement, qui donc aujourd'hui, les bateaux de pêche ont intégré les notions établies par Ifremer, de façon à avoir des modes de pêche avec des maillages de filets qui respectent de mieux en mieux la ressource et de façon à ce que la pêche continue à faire la fortune de l'Orient au prix de sacrifices que l'on doit reconnaître. En particulier, j'ai un ami personnel qui a disparu en Orient. Alors, on a la chance d'avoir les pêcheurs, on les Et remercie voici encore. un Penduic, le Penduic 1, c'est-à-dire le premier Penduic avec lequel Tabarly construit donc chez Constantini à la Trinité et qui a, on peut dire, révolutionné la plaisance dans les années 60. Il est suivi d'autres bateaux sur lesquels Tabarly a fait des démonstrations extraordinaire de son imagination et il a même imaginé les premiers bateaux sur foil. Si j'ose dire, à cette parade manque sans doute le Penduic. Ça, c'est le 1. 0, si j'ose dire. Oui, le The Penduic, l'original. typiquement anglais de formation, de construction et de ligne, suivi du Penduic 3, autant que je me souvienne, qui est métallique et qui est avec un arrière très large qui fait déjà penser à ce qui se passe aujourd'hui, où les bateaux de course bénéficient de plus en plus des progrès des études qui nous viennent des planches à voile. Et donc après, Tabarly est parti sur l'idée du foil. Le foil, c'est une espèce de gouvernail horizontal qui fait décoller le bateau. Et nous avons à Lorient la gamme complète des bateaux les plus légers, les plus anciens, les plus lourds, les plus allégés, et également sur foil, et qui font des tours du monde absolument affolants, qui approchent maintenant des records de 40 jours. Alors, il faut saluer aussi, justement, c'est bien d'en parler, Michel Lefoyle, il faut saluer les entreprises qui sont ici à Lorient-la-Basse. Alors, ces entreprises... 650 salariés directs ici sur Lorient-la-Basse pour les teams de course au large. Ces équipes de course au large sont tout à fait remarquables. Ces bateaux exigent des mises au point minutieuses et bien sûr restent menacés. C'est des bateaux très larges qui ratissent large et qui vont très vite. Et dans ces cas-là, bien entendu, on est le moindre petit
tronc d'arbre, un cachalot à mi-chemin, ça nous fait des ennuis parfois considérables qui remettent en cause de véritables records. Ça a l'air de bouger un petit peu quand même. Là, hein, on voit bouger nos un caméras. trimaran Armor Luxe. C'est les bateaux partenaires. Reste en breton, c'est les bateaux partenaires. Il reprend le principe des pirogues polynésiennes avec un stabilisateur de chaque côté. Pirogue magnifiquement chantée par Victor Ségalin dans ses immémoriaux. Je pense que quand on voit ça, on pense que ce que demande Ségalin dans les immémoriaux, eh bien, on le retrouve de façon continue et ininterrompue dans ce que nous voyons aujourd'hui à Lorient. Et moi, je vous en remercie beaucoup. Alors, on a juste à l'image, juste derrière, je pense qu'on va la retrouver à l'image, on a un IMOCA. C'est l'IMOCA Hublot d'Alan Roura, qui était juste derrière le bateau partenaire. Alors, lui aussi va revenir. D'ailleurs, on le voit revenir, nous, en direct. Vous allez le voir arriver les derrière IMOCA, nous. en général, ils ne sont pas très lents. Parfois même, ils démarrent trop vite. On a eu parfois des ennuis. On n'imagine pas la vitesse de ces bateaux. Et quand ils démarrent, même avec votre petit Zodiac ultra rapide qui marche très vite, eh bien, vous vous faites avoir. Et alors, c'est l'ancien Hugo Boss, en fait, hein, pour ceux qui connaissent évidemment les IMOCA. Et sachez qu'il y aura encore un rendez-vous dont je vais vous parler. C'est au mois de septembre, il y aura le défi Azimut aussi. Et le défi Azimut, qui est une course de préparation aux grandes épreuves. Donc cette année, ça va être la Route du Rhum. Et j'ai appris hier qu'il y avait 31 IMOCA inscrits pour le défi Azimut, 3e week-end de septembre ici à Lorient. Donc c'est tout à fait considérable, ça fait travailler beaucoup de monde, ça crée un renom à Lorient qui bien sûr conserve et cultive son histoire, c'est vrai que Marité, parce que la morue on venait la livrer partout, y compris dans le port de Lorient, malencontreusement trop comblé à la Libération, mais donc ce qu'il y a de plus moderne doit être cultivé, bien sûr, et nous les petits plaisanciers du quotidien, rappelons-nous une règle non écrite de la loi des dispositions pour prévenir les abordages qui se disent simplement quand tu vois un gros cul arriver, tu dégages. Le Marité qui est l'un des rares bateaux qui n'a jamais changé de nom de toute sa carrière. Le Marité a été construit sous le nom de Marité parce que à Fécamp, on est dans de l'armement familial, tout le monde se connaît, tout le monde est parent, le patron élève son fils ou son neveu, hein, et donc on est dans une cellule familiale passionnante. Lorient, chaque port a ses logiques humaines, et c'est vrai de Lorient par-dessus tout, puisqu'on est à Lorient, mais c'est vrai aussi de Fécamp, qui mérite le voyage. Alors, il devait s'appeler Marie-Thérèse au départ, ce bateau. Oui, mais toutes les femmes qui s'appellent Marie-Thérèse, on les appelle Marité. Alors, il a été obligé de l'appeler Marité parce que le nom Marie-Thérèse était déjà pris, en fait. A été peut-être déjà pris. Les AFMAR trouvaient que c'était trop long. Je ne sais pas. C'était le prénom de la plus jeune fille de l'armateur, qui s'appelait Charles Le Borgne, en 1921. Charles Le Borgne. Donc, les bateaux ont souvent le nom de la fille du patron, ou parfois le surnom de la famille du patron. Hein. Moi, je triche, j'ai des fiches, mais Michel, il n'en a pas. Hein. C'est une encyclopédie. Non, mais c'est des choses tout à fait passionnantes qui racontent tellement la vie des gens d'ici. Hein. Puis c'est quand même génial de pouvoir parler de Marité qui a 100 ans l'année prochaine. Absolument. On est devant 3 ultimes qui sont rentrés hier dans le port de Lorient. Banque Populaire, Sodebo et Edmond de Rothschild qui rentrent d'une course. Et on a vu hier justement ces 3 ultimes rentrer avec le Marité et le Français juste à côté. C'est absolument incroyable comme image. Je ne sais pas ce qu'il en est des Rothschild, mais quand j'avais 20 ans, Rothschild embarquait tous les jeunes qui se présentaient. Il suffit de se présenter. Moi, j'aime la voile et on pouvait embarquer sur les Gitana, je ne sais plus, 2, 3, 4. Mais donc, voilà, il y avait les Rothschild une politique d'accueil vis-à-vis de la jeunesse qu'il faut savoir parce que si vous êtes jeune, il y a des choses à faire à bord de Biche, à bord de Rothschild, à bord de plein de bateaux. Et même votre planche dans les rouleaux des plages de la région. C'est Gitana 17 qui Gitana 17, vous voyez, on est rendu. Hein. Moi, j'étais Gitana 4. Et ils ont gagné. Ils ont gagné la course Finistère Atlantique. Voilà. C'est Charles Caudrelier qui était là-bas. Ceci dit, les exploits ne sont pas toujours nécessaires pour avoir un plaisir infini à naviguer dans les courants de Groix et admirer les bateaux qui circulent. Il y avait Franck Hamas aussi à bord quand même. Hein. Je dis ça au passage. Oui, il y a des gens qui savent. Débutants, oui, il vaut mieux avoir des gens qui sachent naviguer là-dessus. Allez, on est toujours sur le direct. Voilà, ces belles images aériennes de
l'entrée de la rade de Lorient. Donc vous voyez le port de Locmiquélic sur votre droite. Alors je vais faire un petit peu le chauvin parce que je suis né là-bas. Oui. Et c'est quand même pas mal de voir notre village vu du ciel aussi, avec cette flotte de ce festival maritime Lorient-Océan qui passe devant le port de Sainte-Catherine. Alors sachez que le port de Sainte-Catherine, il y a un couvent, un ancien couvent sur la pointe de Sainte-Catherine. Et là, sur la gauche, vous voyez l'île Saint-Michel. Et sur l'île Saint-Michel, pareil, il y avait une abbaye à l'époque. Et nos grands-parents racontaient qu'il y avait un tunnel sous l'eau qui rejoignait l'île Saint-Michel de Miquelic. Bon, on l'a jamais trouvé, hein, le tunnel. Il y a un tunnel pour passer le vieux port à Marseille, mais je doute fort que une chose qu'il faut connaître aussi, c'est la petite mer de Gavre. Gavre est un grand port tonnier et qui a fourni 1000 marins à Lorient et à sa culture maritime et qui constitue un petit royaume à lui tout seul pour les connaisseurs, en particulier à marée basse. Et toute cette presqu'île assez protégée parce que figurez-vous que la presqu'île de Gavre était terrain militaire. Les militaires ont des tas de défauts, mais en général, une fois qu'ils ont tiré des obus, ils laissent le terrain en l'état. Et par conséquent, cette presqu'île de Gavre a échappé à une urbanisation galopante et parfois maléfique. Avec une plage qui fait des kilomètres, c'est absolument magnifique à Gavre. Voilà. Le seul problème actuellement d'arriver jusqu'à l'eau, c'est que le sable est tellement chaud qu'on se brûle les pieds. On est inondé de soleil. Inondé de soleil, voilà. C'est la Bretagne Sud. Alors, je voulais saluer aussi dans cette flotte la petite Plaisance. On en a glissé quelques mots tout à l'heure, parce que là, vous voyez donc Locmiquélic et Port-Louis juste avant. Il y a une belle association à Port-Louis, l'association Les Marguerites. Et à Port-Louis, si vous allez vous balader juste en face, là, vous allez pouvoir aller tout au long de l'année sur le port de Plaisance de la Pointe à Port-Louis. Et vous voyez énormément de petits bateaux classiques. Et il y a des collectionneurs, il y a des passionnés qui rénovent ces bateaux et qui les font vivre surtout, parce qu'il faut faire vivre les bateaux. Il n'est pas nécessaire d'avoir des grands bateaux. Je vais faire une petite référence à quelque chose qui se passe à côté, dans le golfe du Morbihan. À un moment donné, dans le golfe du Morbihan, il y a la parade et tous les bateaux, les petits bateaux voile aviron sont sortis en même temps. Il y a un millier de bateaux du port de Port-Navalo. On aurait dit un nuage, une brume qui passait sur la mer. C'était magnifique. Cependant que Marité, toute voile dessus, nous est en train de passer devant. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Oui, mais il n'est pas loin de nous, là. Ouais. Vous voyez qu'il a donc le mât de Beaupré à l'avant, des voiles carrées sur le grand mât, et après une grande voile et une brigantine, qui sont des voiles dites goélettes, fore and aft en anglais. Et ce bateau, donc, dès que le vent est portant, la voile carrée est la plus puissante. On a inventé pour les bateaux actuels le spinnaker, mais qui parfois a des instabilités ou des humeurs qu'il faut bien maîtriser. Là, ils sont au niveau du port de commerce, donc ils ont dépassé le port de pêche. Ils ont dépassé le port de commerce. Ils utilisent le fait que nous sommes à marée quasi haute, et par conséquent, ils ont des fonds qui leur permettent de nous faire une démonstration. Quand ils vont virer de bord pour redescendre, ils vont être vent arrière et donc seront plus à l'aise parce que là, bien sûr, leur phare carré de misaine, on dit un phare pour l'ensemble des voiles carrées, serait émasqué. Alors, c'est vrai que c'est important de le dire, ça ne rentre pas dans tous les ports, des bateaux comme ça. L'être humain s'est débrouillé en utilisant marée pour des bateaux comme ça, rentrant dans des ports aussi ridicules, petits que Binic ou Daouet, pour faire de la pêche à des ports où ils arrivaient à faire rentrer 3 ou 4 bateaux comme ça et à les armer pour en fait le cabotage, le bateau quand il ramenait sa pêche, plus loin il amenait sa pêche, mieux il la vendait. Si ça permettait d'éviter ce qu'on appelle une rupture de charge, eh bien, c'était toujours ça de gagner. Je vois que Marité approche de Biche, qui tire son petit bord. Ils vont virer, je pense qu'ils vont faire demi-tour. Là, c'est le Scorff qu'on voit derrière. Le Scorff derrière. Et sur la droite, c'est le Blavet, parce qu'il y a le Scorff, le Blavet qui se jette dans la rade de Lorient et la rivière du Ter. Alors, ces rivières nous ont permis de récupérer des pièces d'épave dans ces rivières qui nous ont servi à reforger
changer les pièces pour notre tonnier biche. Là, le tonnier, le remorqueur présente son arrière. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de détails parce qu'on verrait les sortes de bobines. Maintenant, les câbles de remorquage sont roulés automatiquement sous la cabine de pilotage. Hein, et vous voyez que l'arrière est toujours bas parce qu'il faut que ce câble puisse se dérouler et comporte toujours une sécurité parce qu'il peut arriver que le bateau remorqué soit plus fort que le bateau remorqueur et le remorqueur se met en position de paravane, c'est-à-dire en travers de la mer, et il y a eu des accidents dramatiques dans le domaine du remorquage. Il faut pouvoir larguer facilement. Voilà, les images qu'on a vues juste avant, c'était là où on avait le biche, tu vois, qui faisait demi-tour là, à la sortie du Scorff. C'est le point originel de la ville de Lorient, parce que les premiers chantiers navals, en 1666, ont été créés à cet endroit qu'on appelait le Faouédic. Et souvent, j'aime poser la question, quand on fait des petits jeux comme ça pour le public, pourquoi la ville de Lorient s'appelle-t-elle ainsi ? Voilà. Et souvent, j'arrive à piéger parce que Lorient s'appelle comme ça parce que le premier bateau construit à Lorient s'appelait le Soleil d'Orient. Et les premiers ouvriers qui venaient de Port-Louis, parce que c'est Port-Louis qui est à l'origine de la création de Lorient, ne disaient pas on va au chantier ou on va au Soleil d'Orient. Au fil du temps, ils disaient on va à Lorient. Et c'est comme ça que le nom de Lorient est apparu. C'est tout à fait probable. On dit aussi que c'est à cause des compagnies des Indes orientales, mais ça me paraît pour la compagnie des Indes, encore plus vraisemblable. Mais le premier bateau, c'était ça. C'est appelé l'Orient, et les surnoms, les noms de lieux, tout ça, ça peut aller très vite. L'anse où se trouve le vieux port de Lorient actuellement était une anse où il n'y avait pas grand-chose. C'était c'était des terrains vagues. C'était des terrains vagues et une crique comme au Crouesty. Voilà, le Crouesty était une crique, c'est pareil. Et Port-Louis s'appelait Blavet. Et Port-Louis s'appelait Blavette, le nom de la rivière. Alors là, vous avez le port de commerce derrière. Le port de commerce, souvent sont accostés de gros cargos qui amènent maintenant des céréales africaines ou des... Et là, vous allez voir, alors dans cette zone, maintenant, on a aussi de nombreux paquebots de croisière qui viennent à Lorient. Et qui amarrent là juste sur l'image à gauche. Donc là, vous voyez après le Scorff. Sur la gauche, quand on parlait des vedettes tout à l'heure des Transrad, vous arrivez au centre-ville de Lorient en bateau pour vous balader. C'est là qu'on se sont développés les premiers chalutiers à vapeur dans l'immédiate avant-guerre et après-guerre autour du nouveau port de Lorient, parce que c'est un nouveau port, le port de... et le port de pêche. Et donc, voilà la Marité qui donc, ça y est, pas le Marité, le français qui est vent arrière. Donc le patron est tout à fait vent arrière, bâbord à mur. On voit que le pavillon national. Sur un bateau, il n'y a pas de drapeau, il n'y a que des pavillon national. Il n'a pas établi ses perroquets parce que il a bien assez de vent comme ça. Et donc ça permet là, on a une très belle image de l'ensemble portuaire de Lorient, le port de commerce. Voilà, le Marité, le remorqueur, c'est une très très belle présentation de ce qui se passe à Lorient aujourd'hui et à la base sous-marine. Et on voit les ferries de Groix juste derrière, parce que c'est l'embarcadère pour l'île de Groix que l'on voit en arrière-plan. Et je connais des vieux groisillons qui parlent encore du vapeur. Ah oui, c'est vrai. On dit le vapeur. Parce qu'au début, c'était un vapeur, c'était un progrès pour les gens de Groix, qui malgré tout étaient tout à fait insulaires et venaient à Lorient quand il y en avait besoin. Et je parlais des chalutiers à vapeur. Donc on a fait des chaluts dits outer nets pour hauteur troll. Qu'on a accusé de ravager les fonds. C'est un vaste débat, mais j'ai connu très bien ça à Lorient, les chalutiers à vapeur. Et avec Biche, on a eu affaire à des vieux marins. Et l'un me racontait qu'il était de La Rochelle, qu'il avait navigué sur les tonniers à voile. Et il était venu, il avait embarqué sur un bateau de Lorient à vapeur où les gens étaient des croisillons qui ne parlaient que breton. Ils ont débarqué, bien entendu, pour les fêtes de Toulfouen, et il a été reçu admirablement chez les gens avec les camarades. Et il m'a dit cette chose énorme pour quelqu'un de La Rochelle. Il me dit, vous vous rendez compte, monsieur, ces gens-là, ils mangent du beurre avec du porc salé.
Groix, qui est la seule église de France qui a un thon en haut Un du thon clocher. qui sert de coque. Il y avait plus de 300 bateaux inscrits à l'époque Ah oui, de le- la c'est- grande période du thon. c'est- 300 bateaux inscrits dans le port de Groix. C'était le premier port français pour le thon. Voilà, le dernier voyage d'un tonnier de Groix, c'est 1956 ou 57. Et le tout dernier voyage d'un bateau de pêche, c'était à la voile pure, c'était à Etel, le Prosper et l'Étoile de France, 1962. Et il y a quelque chose d'incroyable pour ceux qui naviguent, hein, si vous êtes marin, mesdames et messieurs, et que vous avez bougé de port en port, on trouve des groisillons partout dans le monde entier. Et alors déjà, vous êtes obligé d'écarter les Bretons pour trouver les Brasillons, mais enfin les Groisillons, mais enfin là, vous avez trouvé ça absolument partout. Hein, Et je vais les saluer les groisillons parce que juste derrière nous, justement, il y a aussi les godilleurs. les Godilleurs. de Alors, Groix. notre ami Alex de Roquefeuille Voilà, et les Alex est dans Godilleurs le port derrière nous, se en train sont de lancés dans une étude vraiment très, très savante de ce mouvement tout à fait extraordinaire, alternatif d'une hélice à une pale, qu'est la godille. Et donc, ils ont élaboré des bateaux extrêmement rapides. Ils font des championnats du monde, des championnats internationaux. Et je tiens à vous dire que vendredi prochain à Douarnenez, nous créons un concours international d'élégance à la godille, c'est-à-dire une godille, un canot, une main dans la poche et un passager ou une passagère. Et le jury statuera sur ce qui va se passer. Voyez donc le bateau à sa fortune carrée, sa voile basse, sa misaine carrée qui est pleine parce qu'il est vent arrière. Ça, c'est une très très belle image de voilier tout dessus. Je pense que les passagers ont dû passer un bon moment quand même. Les hein. passagers sont tout à fait favorisés. Et donc Marité a fait l'objet, on doit souligner l'action majeure de Gérard Daboville, bien connu chez nous, dans l'affaire de l'histoire de Marité. Oui, parce que Gérard est président de la Fondation Il du est patrimoine maritime et fluvial. Et il est important pour Il justement... fait un travail considérable. Il a fait un travail également considérable concernant les possibilités, en particulier fiscales. Un bateau, s'il est imposé à sa longueur, alors qu'il a 85 ans et qu'il coûte fort cher à ses propriétaires, les taxes peuvent être ajustées, disons. Voilà, on salue toujours nos amis de la SNSM là, au milieu du plan d'eau. Donc là, ils sont vraiment au milieu de la rade. Et le bateau de pêche. À l'embouchure du Blavet et du Scorff. Hein. Là, vous voyez la sortie de l'Orient. En fait, le plan maintenant est dans l'autre sens, avec le port de commerce au fond. Et vous voyez l'île Saint-Michel toujours au milieu. Et donc, tout au fond, c'est l'île de Groix dont on parlait. Et sur la gauche, Port-Louis. Sur votre droite, l'Orient. Et au fond, l'Armor-Plage aussi. Voilà nos pêcheurs. Voilà nos pêcheurs. Est-ce que c'est un filayeur arrière? Je pense que c'est cela. Hein. Je ne pense pas. Ce qui s'appelle le Carmalia, hein, donc basé à Lorient, et qui, je pense qu'il soit il fait la drague aux langoustines, ce qui me paraît tout à fait vraisemblable, mais il y a des détails qui m'échappent quelque peu. S'il avait vraiment, oui, il doit pêcher par l'arrière, puisqu'il a un Normalement, portique. on avait un chalutier, un caséilleur et un Oui, filayeur voilà, prévu. je pense que c'est le filayeur. Le caséilleur n'aurait pas été comme ça et le chalutier non plus. Voilà, donc un très joli bateau dans les 18 mètres, hein, je pense. Il faut que le public sache que la mise de fonds pour un bateau de cette nature avec son armement est d'environ 2 millions d'euros. Ah oui. Autrement dit, les marins sont obligés d'aller en mer et les problématiques politiques, on râle toujours après les marins, les problématiques politiques concernant la pêche ne sont pas simples et ne répondent pas à une simple affirmation de nocivité ou au contraire d'exigence. Hein. Eh bien, mon cher Michel, on va arriver au bout de cette émission. Déjà, on va continuer à profiter de ces dernières images, profiter du soleil pour vous inviter, évidemment, mesdames et messieurs, à nous rejoindre parce que la fête n'est pas terminée. Les bateaux vont venir s'amarrer derrière nous et dans le port de pêche. Vous allez pouvoir venir les visiter tout au long de l'après-midi. Donc, faites le déplacement. Le village est ouvert encore jusqu'à 19h-20h. On terminera la journée avec un grand concert de chansons françaises avec le groupe Les Petits Yeux. Je voulais vraiment te remercier, Michel, d'avoir fait le déplacement de Douarnenez parce que, allez, on va tout vous dire, on a fait une petite improvisation ce matin pour pouvoir vous accueillir sur notre plateau. Il faut s'adapter. Voilà. Eh ben, merci Lorient. Et puis, magnifique cette réalisation. Et les IMOCA. Qui n'a qu'un coup d'essai. Ah oui, c'est la première édition, hein, on va revenir. Les IMOCA sont en train de rentrer derrière nous. Je ne sais pas si mon ami Jean Damien
Est-ce que Jean-Damien est par là? Tiens, viens me rejoindre, Jean-Damien. Il nous reste 2 petites minutes à l'antenne. Alors, je parlais évidemment de ce festival Lorient-Océan, de tout ce qui s'est passé en mer. On remercie encore une fois tous les invités qui nous ont rejoints pendant cette heure. Mais maintenant, place à la fête à terre. Donc, je disais, on va pouvoir visiter les bateaux. On va pouvoir aller faire un tour des différents villages. C'est quoi le programme? Eh ben, écoute Vincent, merci en tout cas de ça valait le détour de faire un tour par la Lorient-Océan. Alors c'est vrai que cet après-midi et à terre, on vous a concocté aussi toute une pléiade d'animations. Alors il y a plusieurs villages thématiques. Il y a le village de la filière pêche, on en parlait juste avant. Il y a également le village de l'innovation, des innovations technologiques, alors qui est un petit peu décentré, puisque ce village se trouve juste le long de la base après la capitainerie. Il y a un village musée également, avec des choses très 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 intéressantes sur la vie notamment des sous-marins à Lorient. Et puis il y a de nombreuses animations également pour les enfants tout au long de cet après-midi. Donc il y a vraiment de quoi passer un excellent moment familial ici sur le site de la Lorient-Océan. Merci beaucoup Jean-Damien. Et bien voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie ici au port de Lorient-la-Base. On va remercier bien sûr l'ensemble des organisateurs. Merci aux équipes techniques, Arnaud derrière les boutons, Johan en mer, tous les copains qui nous ont permis de vous présenter cette émission exceptionnelle à Lorient-la-Base pour cette première édition du festival maritime Lorient-Océan. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures évidemment. Et normalement, rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition. Mais je vous ai rien dit. Mais il est possible qu'on soit là. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir suivis. Émission à voir et à revoir évidemment par Internet sur TBO, TB Sud. Et on vous dit à très bientôt à Lorient-la-Base. Kenavo!